comme vous le savez, c'est un sujet d'actualité, un sujet qui a fait quand même beaucoup couler d'encre depuis les 6 derniers mois. Mais nous, on ne veut pas en faire un sujet polémique, on veut en faire un sujet pragmatique. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas confronter les régimes, entre guillemets, par répartition, par capitalisation ou intermédiaire. Le but, c'est de trouver des solutions pour que nos retraites soient efficaces. Donc pour votre information, cet événement se tiendra en français. Au niveau des disclaimers, il n'y a pas de conseil en investissement. Voilà, tout ce que vous pouvez prendre comme conseil d'investissement ici n'en est pas un. Et la séance sera enregistrée. Donc, si vous posez des questions, vous pouvez être entre guillemets sur Internet, etc. Donc, nous avons 2 parties. Donc, il y a une première partie, c'est une keynote en fait où Christelle Bonnet de chez Mercer va vous exposer un travail très intéressant qui est mené par Mercer et le CF Institute depuis plus de 10 ans sur l'analyse des pensions, des régimes de pension à travers le monde avec des comparaisons. Elle va aussi vous détailler un petit peu les différentes notions de piliers. Et la seconde partie sera une table ronde avec 3 panélistes que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur la notion de pension et de retraite? En gros, historiquement, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des enfants et on espérait qu'il y en avait un seul qui allait s'occuper de nous quand on était vieux. Et donc, on a beaucoup évolué. Et on a évolué avec des systèmes par répartition, puis par des systèmes par capitalisation. Mais en tout cas, Christelle va vous expliquer ça. Et donc, Christelle, the floor is yours. Merci, merci, je suis enchantée d'être avec vous ce soir. Donc, je vais vous décrire le Pension Index. C'est ça, j'étais dans le mauvais. Donc, au niveau des régimes de retraite, il y a beaucoup de diversité dans le monde. Voilà, il faut bien garder en tête cet aspect-là. Par contre, tous les régimes sont importants, que ce soit des régimes par répartition, par capitalisation, à cotisation définie, à prestation définie. Il y a une grande diversité et ça, il faut vraiment garder en tête, et à la fois sur les paiements en rente ou en capital. Donc ça, je le rappelle vraiment de façon très large. Il y a un constat flagrant. Le contexte du Covid-19 n'a pas épargné effectivement les systèmes de retraite. Ça a été un moment compliqué. Et maintenant, avec le contexte inflationniste, le fait de pouvoir dégager suffisamment d'épargne et de pouvoir cotiser sur des systèmes de retraite devient plus compliqué pour une grande partie de la population mondiale. Historiquement, le Pension Index, ça a à peu près 14 ans, pour vous expliquer, depuis quand ce Pension Index existe, a été construit dans un cadre de travail donné qui correspond au cadre de la Banque mondiale. Donc, en fait, ce modèle de la Banque mondiale prend en compte plusieurs piliers. Vous avez le pilier qu'on peut dire zéro, c'est-à-dire vous avez un système public qui garantit un revenu minimum pendant la retraite. Ensuite, vous avez le pilier 1, qui est un régime de retraite public obligatoire et dont les droits dépendent en fait des cotisations effectuées dans ce système. Vous avez le pilier 2, qui consiste dans le régime de retraite alors plutôt collective, privé, obligatoire et 100% financé. Vous avez le pilier 3, c'est les régimes de retraite individuels. Vous, en tant qu'individu, vous pouvez aller voir une compagnie d'assurance ou votre banquier et ouvrir un contrat de retraite individuel. Et ce système de retraite est complètement financé. Et vous avez le pilier 4. Alors, c'est plus informel, c'est pas purement financier. C'est-à-dire, est-ce que dans un pays, vous avez des aides financières? Est-ce qu'il y a une protection sociale suffisante pour garantir un niveau de vie suffisant dans le pays? Donc, en fait, dans l'étude du Pension Index, on prend en compte tous les éléments économiques, macroéconomiques. Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de propriétaires ou pas dans un pays? Parce que ça dégage évidemment du pouvoir d'achat après pour pouvoir vivre correctement en retraite.
Donc, c'est beaucoup plus large que juste la simple pension en tant que telle, cette étude. Cette étude utilise trois critères principaux pour noter les différents systèmes de retraite dans le monde entier. Il y a 44 pays actuellement. Vous avez le critère de performance qui répond à la question: est-ce que les gens perçoivent un niveau de pension suffisant pour vivre de façon décente pendant la retraite? Ce critère a une pondération de 40%. Donc, c'est assez important, en fait, évidemment, comme critère. Vous avez le deuxième critère qui correspond: est-ce que le système de retraite du pays est suffisamment solide financièrement à long terme? C'est là où, effectivement, vous allez avoir tout le critère de préfinancement qui va entrer en jeu. Est-ce que les régimes de retraite sont préfinancés ou pas? Ce critère est pondéré à 35%. Et vous avez le dernier critère, c'est l'intégrité. C'est-à-dire, est-ce que le régime de retraite est compréhensible de tout un chacun? Et est-ce qu'on a confiance, en fait, dans le régime? Ce critère est pondéré à 25%. Donc, en utilisant toutes ces pondérations, tous ces scorings, on arrive à classer les pays. C'est une grille de lecture, voilà. Il y a de la méthodologie derrière, donc ce n'est pas parfait, voilà. C'est des parties pris, une grille de lecture. Le classement mondial. Alors, il y a beaucoup de... Voilà, il y a 44 pays. La France est au milieu. D'accord. Juste pour vous situer, c'est là. D'accord. La France est en plein milieu et généralement reste au milieu parce que d'une année sur l'autre, il y a un pays qui s'ajoute, mais on est de façon assez constante au milieu. Et dans le graphe suivant, vous verrez quand même il y a une prépondérance des pays européens, puisqu'il y a 18 pays européens sur 44 pays qui sont étudiés dans le Pension Index. Et là, la France, par rapport à la situation européenne, elle n'est pas tout à fait dans la moyenne, d'accord ? Parce que les pays, effectivement, sont très bien notés. Vous avez les 3 champions au niveau mondial, les pays nordiques, l'Islande, les Pays-Bas et le Danemark qui sont ici. Et vous avez d'autres pays aussi très bien notés. Alors là, nous allons rentrer un peu plus dans les détails au niveau des régimes de retraite. Alors, je vais m'attarder un peu plus sur la France, mais on va voir jusqu'à quel pays on va faire. D'accord, Adrien, n'hésite pas à me couper quand le temps de parole sera atteint. Donc, en France, en termes de classement, on est à la position 22 sur 44. Et vous voyez qu'au niveau de la performance, nous avons une très bonne note, puisque nous sommes 4e et nous avons une note à peu près de presque 85. Et c'est sur la viabilité et l'intégrité où effectivement on a une moins bonne note que la performance. L'âge normal de retraite va passer de 62 à 64 ans. Ça, je pense que vous êtes au courant tous, il me semble. Et effectivement, le nombre de trimestres augmente aussi. Il devait passer à 172 trimestres pour ceux qui sont nés à partir de 1973, mais en fait, le rythme a été accéléré. Mais on y sera allé quand même. Donc, au niveau des régimes légaux, vous avez une pension moyenne, tout régime confondu, qui sont à prestations définies en France. 1 500 € à peu près. Ça, c'est un résultat qui vient de l'adresse. Ça intègre tous les régimes de retraite, que ce soit les régimes spéciaux, le régime général, etc. Et au niveau de la sécurité sociale, parce que voilà, le secteur privé, vous êtes affilié au niveau de la sécurité sociale, la pension moyenne versée est de 800 € par mois. Il ne faut pas oublier qu'il y a des réversataires derrière qui diminuent le niveau de pension. Et vous avez le système complémentaire par points, Agir Carco, dont la rente moyenne est de 500 € par mois. Donc, il y a un écart quand vous additionnez, mais le résultat de l'adresse, ça comprend tous les régimes. Et au-delà de ces régimes statutaires, vous avez des régimes d'entreprise supplémentaires à cotisation définie
Alors, tous ces résultats viennent d'études de Mercer, hein, d'accord. Donc, n'essayez de pas chercher voilà, les pourcentages dans d'autres études, hein. Donc, presque 50% des entreprises, en fait, offrent la possibilité aux salariés, en tout cas, couvrent les salariés avec un régime de retraite à cotisation définie. L'employeur cotise en moyenne l'employé de 1 à 2% et l'employeur de 1,5 à 4%. Et attention, la spécificité en France, c'est que il y a en fait les rentes sont forcément versées sur toutes les cotisations versées de façon obligatoire. Il n'y a que les versements volontaires qui peuvent sortir en capital. Parce qu'on verra par la suite, c'est autre chose dans d'autres pays, hein. Et les régimes à prestations définies, 7% des entreprises, hein, voilà, c'est des régimes souvent pour les dirigeants ou pour les anciens régimes qui ont été mis après la Seconde Guerre mondiale dans les grandes entreprises industrielles. Ça diminue. Et en plus, avec la loi Pacte qui a introduit le nouvel article 39, ces régimes sont assez coûteux, voilà, hein, ne vont pas progresser de façon massive, hein. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est à la position 10 dans le classement. La performance voilà, est assez satisfaisante, 76. La viabilité financière est plus élevée, effectivement, que la France, puisqu'il y a du préfinancement important au Royaume-Uni sur les systèmes d'entreprise, hein. Et vous avez l'intégrité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une gouvernance, l'information, la transparence par rapport à l'information. Effectivement, la notation est assez élevée. Et l'âge normal de départ en retraite se situe entre 66 et 68 ans. Donc la France, à 64 ans, on est assez bas. Et en fait, de façon très générale, au niveau de l'Europe, on est extrêmement bas sur l'âge de départ en retraite, hein. Donc, au niveau de la sécurité sociale, c'est un régime à prestations définies. Et après 35 ans de cotisation, hein, sur un salaire minimum qui est requis, les salariés peuvent percevoir à peu près 740 livres par mois. Et complété par, en fait, ce revenu n'est pas suffisant pour vivre, hein, en fait, hein. Et il y a des fonds de pension, hein, mis en place par les entreprises qui complètent le revenu et permettent aux gens de vivre effectivement de façon décente. Presque la totalité, même la totalité des entreprises ont l'obligation de mettre en place un régime à cotisation définie. Depuis une dizaine d'années, il y a une inscription automatique. C'est l'auto-enrollment, je ne sais pas si vous avez vu ce terme, Oui, pardon? C'est est-ce que les gens ont un niveau de revenu suffisant pendant la retraite? Ce n'est pas la performance financière telle que vous la connaissez, vous, hein. D'accord. C'est parce qu'il y a des systèmes qui ne garantissent pas, par exemple, de minimum vital, vous voyez, hein, de minimum vieillesse et tout. Oui, mais en fait, bah, on voit bien que la France est basée beaucoup sur la répartition, alors que le Royaume-Uni, c'est beaucoup sur la capitalisation. Et vous voyez les niveaux de cotisation aussi. C'est très différent par rapport à la France, hein. Donc, effectivement, bah, la responsabilité est plus au niveau de l'entreprise que... voilà, c'est différent. Et il faut bien garder en tête, c'est le résultat de toute une histoire. Et voilà, hein, chaque pays s'est construit d'une certaine manière et on arrive à un état donné actuellement, en fait, hein. Donc, c'est pas plus mal ou moins bien, hein, mais c'est le résultat de l'histoire, hein. Et les régimes à prestations définies, bon, de toute façon, c'est en train de mourir au niveau mondial. Donc, voilà, hein, donc très peu, hein. C'est très, très rare. L'Allemagne, c'est un autre modèle, mais ça ressemble plus à la France, hein. Voilà. Vous voyez, le régime de la sécurité sociale permet à peu près 1 500 € par mois en moyenne, hein, en pension. Donc, et puis, c'est un système par répartition, hein, la sécurité sociale, hein. Et il y a beaucoup de régimes supplémentaires d'entreprise en Allemagne, plus qu'en France, vous voyez, hein, 60% pour les régimes à cotisation définie. Et pour les régimes à prestations définies, il y en a encore 19%. C'est assez élevé, hein.
Donc, vous avez une diversité de systèmes, de régimes de retraite qui coexistent et qui complètent les revenus des salariés au moment du départ en retraite. Et puis, effectivement, l'âge de retraite, vous voyez, hein, ça converge vers 67 ans. C'est à peu près l'âge en Europe. La Hollande, c'est le deuxième pays, mais en fait, il y a très peu de différence entre l'Islande et la Hollande. L'Islande est à 84,7, je crois, en termes de notation totale, et la Hollande, 84,6. Donc, ces pays nordiques se positionnent très bien à la fois sur la performance, sur la solidité financière long terme et sur la transparence, la gouvernance de ces régimes. Et l'âge de retraite, c'est toujours 67 ans, vous voyez, on converge. Et en plus, il y aura un lien effectué par rapport à l'espérance de vie. Il y aura un ajustement de l'âge par rapport à l'espérance de vie. Vous avez un régime de sécurité sociale qui est à prestation définie. Vous voyez, la pension n'est pas négligeable, 1 400 €, je l'arrondis, par mois, pour un célibataire. Et en plus, vous avez presque 75% des entreprises qui ont un régime à cotisation définie qui complètent ce revenu. Donc, c'est extrêmement important. Et vous avez des taux de cotisation de salariés 4%. Et pour les employeurs, ça peut monter très, très haut. En France, on n'est pas à ce niveau de cotisation, pour des raisons d'exonération fiscale et sociale. Et forcément, au niveau de régime à cotisation définie, il y a un versement en rente, ce qui sécurise en fait le revenu en retraite, contrairement à un capital qui peut être versé en une fois et dépensé en une fois, très rapidement. Et au niveau des prestations définies, presque la moitié des entreprises accordent cet avantage. C'est très élevé. Et on vous donne à peu près les droits acquis par année, 1,7% du salaire par année acquis. C'est une prestation définie, c'est-à-dire on sait ce qui sera versé, mais on ne sait pas combien ce système va coûter. Et effectivement, le salarié participe au financement de ce régime, mais la différence, ça sera toujours l'employeur qui versera le complément d'argent qu'il faut pour que les salariés perçoivent bien la rente à la retraite. C'est un système qui peut être assez coûteux. Et je voulais dire, au niveau du Pays-Bas, il y a une grosse réforme. Les régimes à prestations définies vont disparaître, puisqu'il y a une réforme qui a été introduite cette année. Dans 4 ans, en fait, il n'existera plus de régime à prestations définies. Tout sera converti en régime à cotisation définie. Ça a des avantages et des inconvénients entre la cotisation définie et prestation définie. La prestation définie, ça garantit un niveau de rente. On ne sait pas combien ça coûte. Par contre, la cotisation définie, on sait combien on cotise. Par contre, on ne sait pas ce qu'on va avoir en rente. D'accord ? Et l'Italie, c'est intéressant l'Italie parce que, c'est noté 32 sur 44, d'accord ? Ce qui est intéressant, c'est le régime de sécurité sociale qui a été complètement chamboulé. En 1996, en fait, c'est un système uniquement à cotisation définie. Vous voyez, le système par répartition n'est pas universellement appliqué même sur le régime de sécurité sociale. En Italie, c'est un système à cotisation définie. Et puis, vous avez aussi des régimes à cotisation définie par branche, par secteur qui sont mis en place au niveau italien. Et selon les branches, il y a des obligations ou pas pour certaines franges de population de cotiser. Et puis là, le régime à prestation définie complètement disparu. L'Espagne, je vais aller rapidement parce que je vois Adrien lire. Voilà, l'Espagne, 26 sur 44. Au niveau de la sécurité sociale, qui a un régime à cotisation définie, 1 257 €. C'est une pension assez élevée. Et vous avez 42% des entreprises qui ont mis en place des régimes à cotisation définie. Et très peu de prestations définies comme pour les autres pays. Voilà, c'est un panorama très rapide, mais ça vous montre la diversité des systèmes et le fait que notre système français n'est pas universel. Merci Christelle. Pour tout ce qui est question, ce sera plutôt à la fin.
En tout cas, on va avoir un petit entracte parce que techniquement, on va retirer comment dire, les projections, etc. On va bouger un peu les sièges. En attendant, qu'est-ce que je peux vous dire en petite synthèse par rapport à ce que nous a dit Christelle, c'est il y a trois axes, la performance, la viabilité et puis l'intégrité. En France, on est plutôt performant, même si on se plaint, on a des bonnes retraites. Bon, elles ne sont pas vraiment viables, mais en tout cas, elles sont bonnes. Donc, on ne va pas trop se plaindre. Et par contre, on a un gros manque de confiance, en tout cas dans notre système de retraite. Peut-être à juste raison, mais si on le fait évoluer de manière pragmatique, on devrait être confiant, on devrait être viable et on devrait avoir une bonne performance. Donc, je vais vous introduire nos 3 panélistes que vous avez dû quand même identifier un petit peu sur votre invitation. Donc, vous avez Stéphanie Cariou, priorité aux dames. Donc, elle est DG de CNP Retraite. Nous avons Guillaume Prache, qui vient directement de Bruxelles et qui nous fait l'honneur, en tant que Managing Director de Better Finance, de participer, de donner... et donc, on a Olivier Rousseau, qui est donc le CEO du fonds de réserve de retraite et qui fait partie du comité de direction de cet établissement français, en tout cas un bel établissement qui contribue à la pérennité des retraites de notre pays. Donc nous avons 4 parties. Sur les 4 parties, on va commencer un peu par un historique. On va essayer de dévier un petit peu sur ce qui se fait aussi historique en France et puis après passer sur une mise en œuvre un peu hors de France. On va aborder ensuite les nouveautés et aussi les perspectives sur les rendements parce que je pense que ça, c'est des éléments qui sont importants pour nous tous. J'avais envie d'ouvrir une première question pour Olivier. En tout cas, c'est un peu sur l'aspect historique. Quelle est sa vision sur la situation actuelle, en particulier la viabilité, et puis peut-être nous parler un petit peu de ce que c'est que la notion de préfinancement pour les retraites, on va dire, des Français. La viabilité, c'est 2 paramètres. C'est l'encours des préfinancements qui existent, mais c'est aussi les promesses de cotisation futures. Et celles-là, elles sont directement liées à la démographie. On a coutume de dire que le système français est très peu financé, ce qui est vrai. Il y a des poches de réserve qui sont très très limitées dans le système des réserves des retraites français. Il y a une chose que l'on dit aussi très volontiers, c'est que les finances publiques françaises sont mal gérées, sont mal tenues. Il y a une chose qu'on dit moins souvent, c'est que dans la compétition de leaders sur la viabilité des systèmes de finances publiques et de retraite en Europe et dans le monde, la France a un avantage, c'est que sa démographie est pas très faible. Elle n'est pas tout à fait là où elle devrait être, mais la fécondité n'est pas du tout alarmante en France. Elle est alarmante et stable dans plein de pays autour de nous. Et quand on regarde des soutenabilités des finances publiques et des systèmes de retraite sur des décennies, le tableau est beaucoup plus contrasté que ce qu'on croit. L'Allemagne est un pays qui a de gros problèmes, l'Italie qui a des problèmes abyssaux, la Pologne qui a des problèmes abyssaux, la péninsule ibérique, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de pays en fait qui ont des démographies qui tiennent debout. Les Hollandais sont mal. Bref, la viabilité, c'est multifacette. Alors, pour parler un petit peu du système de retraite français lui-même, ben oui, il y a très peu de réserves qui ont été constituées. Le FRR, c'est une idée sympathique, mais créée en 1999, avec l'ambition d'atteindre 150 milliards d'euros d'encours en 2020. En fait, le train a déraillé en 2010 avec la réforme des retraites d'alors, qui a coupé l'alimentation du FRR alors qu'il recevait à peu près 2 milliards par an et qui, en plus, a ouvert le robinet de vidange avec
la constitution d'un échéancier de passif annuel du FRR de 2,1 milliards d'euros de 2011 à 2024. Puis on a eu une nouvelle évolution en 2020. Le FRR a attrapé le Covid long et on nous a accéléré un prélèvement de 5 milliards que l'on croyait devoir s'échelonner entre 2025 et 2040. Et en fait, on nous a demandé les 5 milliards en une fois. Et pour faire bonne mesure, on a prolongé l'échéance de gestion du FRR à 2033, mais ceci parce qu'on lui a créé un passif supplémentaire de 9 coupons de 1,45 milliard de 2025 à 2033 inclus. Voilà, j'arrête à ce stade. Alors, j'avais encore une question pour toi, par contre. J'avais envie de te demander aussi, tu vois, tu viens de citer plusieurs éléments et les changements trop rapides sur entre guillemets, votre activité au fonds de réserve des retraites. Quelles sont les contraintes politiques qui peuvent être les plus gênantes sans nécessairement donner nécessairement sur votre activité? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient évoluer dans d'autres directions et qui pourraient vous faciliter la vie? Le FRR n'est pas si malheureux que ça. On a, je dois le dire, des équipes dont les membres du directoire sont satisfaits. On a une gouvernance qui est le conseil de surveillance qui est bienveillante, bien sûr, qui nous taquine sur certains sujets, mais globalement, c'est dans un esprit constructif et on le leur rend bien puisqu'on est très transparent sur ce qu'on fait, en bien, en mal, sur ce qu'on espère. Et donc, ça marche bien. On a 3 ministères de tutelle, qui n'ont pas tous des priorités identiques, disons. Le Trésor est très partisan de nous voir faire davantage de financement de l'économie française, le non-coté, typiquement. Le budget est relativement proche des préoccupations du Trésor, mais il a bien sûr sa couleur particulière, qui est de mettre un poids très fort sur le contrôle des dépenses du FRR. À notre sens, c'est un petit sujet parce qu'en fait, ce qu'il faut pouvoir regarder, c'est le rendement brut duquel on défalque les coûts. Si on double le rendement, si on augmente le rendement d'1% et qu'on augmente les coûts de 0,2% par an, il faut sauter dessus, évidemment. Le problème du budget, c'est qu'ils ont une équation plus étroite à gérer et qui est les sempiternelles dépenses et soldes maastrichtiens. Or, nos dépenses sont considérées comme faisant partie de la dépense française au regard des critères maastrichtiens et ce, sans regard pour les performances réalisées avec l'actif. Ouais, c'est bien dommage et je pense qu'on va pouvoir en parler dans une seconde partie. J'avais une question maintenant. Moi, je n'ai pas fini de répondre. Demande une seconde. Je te coupe un peu. Je te donne encore 30 secondes. Voilà, c'est sympa. Non, c'est correct. Non, là où on a un vrai handicap, c'est au-delà des contraintes qu'on a, il y a des produits qui ne sont pas acceptés par la gouvernance, on trouve que c'est dommage. Et la plus grande difficulté qu'on a rencontrée, c'est que notre horizon d'investissement n'est pas sanctuarisé. On n'a jamais vraiment été une institution qui avait 40 ans pour elle. On a pu imaginer qu'on n'était pas trop mal jusqu'en 2010. Depuis 2010, il n'y a plus la moindre illusion, je vous rassure. Et je rends l'antenne. Merci. Et c'est vrai que ça me fait ma transition parce que vous devez vous projeter à 40 ans. Les Français ont du mal à se projeter aussi à 40 ans pour leur retraite. Et j'avais envie de demander à Stéphanie quel est son constat en tant que représentante d'un grand groupe d'assurance sur la préparation des Français face à leur retraite. Oui, alors donc du coup, nous, notre constat, c'est que évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur les régimes de base et les régimes complémentaires. Et tout ça, ça génère évidemment des inquiétudes fortes auprès de nos concitoyens. Moi, il y a deux chiffres que je voulais partager avec vous aujourd'hui, qui sont issus du cercle des épargnants. En fait, quand on interroge les Français et les non-retraités, il y a 83% qui disent avoir des inquiétudes sur le maintien de leur niveau de vie. Et ça vient bien avant
les problématiques de changement de vie, de solitude ou de changement de rythme. Et lorsqu'on zoome encore plus, c'est-à-dire qu'il y a 63% de ces Français qui affirment qu'ils n'auront pas suffisamment de revenus au moment de leur cessation d'activité. Et ça ne cesse d'augmenter puisque ce taux a augmenté de 4 points en une année. Et quelque part, ils ont un peu raison puisque quand on observe finalement les taux de remplacement, ils ne cessent de baisser. Aujourd'hui, 3 ans après l'âge de départ à la retraite, les revenus des Français, ils sont de 8% en moyenne inférieurs à ce qu'on peut avoir avant. Et lorsqu'on zoome sur les Français, les 10% les plus riches d'entre nous, cette baisse, elle est même de 27%. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de très significatif. Et la problématique de la retraite, en réalité, elle est vraiment très importante dans l'effort d'épargne des Français. C'est quasiment le deuxième motif d'épargne. Mais ce qu'on constate aujourd'hui dans le marché, c'est que c'est avant tout la résidence principale, voire l'assurance vie, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 20% des encours d'assurance vie qui sont dédiés à la préparation de la retraite. Et en fait, les régimes spécifiques, tout ce qui pouvait exister précédemment, le marché de la retraite supplémentaire en France, c'est finalement relativement faible, puisqu'on est sur 267 milliards d'euros. C'est à peine 5% du patrimoine financier de nos concitoyens. Et c'est finalement dans ce contexte-là que le gouvernement a introduit la loi Pacte, avec vraiment comme objectif de promouvoir toute la retraite supplémentaire et d'harmoniser, de simplifier et finalement d'améliorer l'attractivité de ces produits. Merci Stéphanie. On va revenir sur la loi Pacte un peu plus tard, mais j'avais envie de poser une question à Guillaume. Guillaume, en fait, toi, tu représentes avec Better Finance aussi un peu les intérêts des épargnants et vous publiez régulièrement une note de façon annuelle sur l'efficience des pensions, des régimes de pension. Utilise ton micro. Oui, non, en fait, c'est un peu plus qu'une note, c'est un rapport de recherche de 600 pages annuel avec. J'ai juste apporté le cas français, puisque l'autre est trop lourd. Moi, je vous invite à le consulter parce qu'il y a un summary, il y a même un summary qui est très bien fait. Et pour ceux qui veulent aller dans le détail, il y a les 600 pages. Moi, je n'ai pas fait les 600 pages. Mais en tout cas, c'est une note très intéressante et ça permet d'aborder deux sujets. C'est quel est votre constat auprès de Better Finance sur la gestion des pensions de retraite en France, on va dire, dans un premier temps. Et puis aussi, qu'est-ce que vous pensez aussi de la période de taux négatif? Vous parlez un peu de pouvoir d'investissement négatif. Je vous laisse détailler. Oui, merci. Oui, alors nous, pour être clair, on représente en effet les épargnants européens, parce que Better Finance, c'est le petit nom de Fédération européenne des épargnants et des usagers des services financiers. C'est pour ça qu'on a un petit nom. Et c'est plus court. Et donc, c'est la perspective des épargnants et donc pas, comme ça a été expliqué tout à l'heure, du pilier 1, voire d'une grosse partie du pilier 2. Si c'est obligatoire, ce n'est pas de l'épargne, c'est du prélèvement obligatoire. Alors, pour la partie épargne, on rejoint alors sur la France le constat de ma voisine. Alors, en fait, les personnes de l'art, comme la CNP, comme vous, effectivement, l'épargne retraite apparaît assez réduite. Mais l'épargne spécifiquement labellisée retraite. Mais les gens, comme vous l'avez dit, ils épargnent beaucoup pour la retraite, les Français. D'abord, ils épargnent beaucoup, déjà. Ils ont un taux d'épargne qui est parmi les plus élevés du monde. Et ils épargnent pour la retraite. Et quand on les interroge, qu'est-ce que vous faites pour épargner pour la retraite? Effectivement, ils disent, 1, la résidence principale. 2, l'assurance vie. L'assurance vie, je ne sais pas si c'est 20%, parce qu'à chaque fois qu'on demande quel est le premier objectif de votre assurance vie, la retraite arrive en tête. Alors, il n'y a pas que la retraite, mais et l'assurance vie, c'est 1 900 milliards d'euros en France. La France est le champion européen de l'assurance vie d'assez loin. Et en fait, vous serez même surpris, mais c'est pas ce qu'ils font de mieux, mais il y a des gens qui utilisent le livret A pour la retraite. Ça arrive. Et donc,
en France, le constat qu'on fait, parce que alors nous, ce qu'on fait, c'est on regarde donc les régimes de pension obligatoires, mais on regarde surtout les produits donc complémentaires et notamment, est-ce que ça permet d'atteindre vos objectifs comme c'était dit tout à l'heure, hein, d'avoir un revenu qui ne se casse pas trop la figure au moment de la retraite, ce qu'on appelle en bon français pension adequacy. Et en fait, il y avait une citation là au début de la présentation de Mercer. On dit il y a un risque que les gens n'épargnent pas assez. Mais ce qu'on ne voit pas assez, c'est que épargner assez, si c'est pour perdre de l'argent, ça ne fait qu'aggraver le problème. Et le problème, pour la France, mais pas seulement pour la France, c'est que les principaux produits qui sont utilisés, souvent, n'arrivent pas sur le moyen long terme à protéger votre pouvoir d'achat. Ça. Non seulement il n'augmente pas, mais il n'arrive même pas à le protéger. Ça me permettra de parler du point sur les taux négatifs. Et par exemple, donc alors il y en a certains qui arrivent, hein, par exemple les PE et les PERCO, hein, donc l'épargne retraite d'entreprise ou l'épargne longue d'entreprise pour les PE, s'en sortent bien. Nous, on fait des études depuis, on essaye de collecter les chiffres depuis fin 99, hein, donc depuis la fin du dernier siècle. Donc on en est à 22 ans, 23 ans de statistiques. Sur 23 ans, en revanche, bon, j'en parlais avec ma voisine, mais ce n'est pas du tout pour critiquer qui que ce soit, mais les régimes en points n'ont pas été revalorisés du tout de l'inflation, puisque c'était au moins, sur les donc, en tout cas 20 dernières années, une perte de pouvoir d'achat d'environ 25%, au moins, ça dépend des régimes. L'assurance vie en euros, elle a tenu le coup, mais je vais y venir. Ces dernières années, ça commence à être moins bon à cause de l'écart entre l'inflation et les taux d'intérêt. Et l'assurance vie en unité de compte, c'est un peu le prix citron de notre étude. On a perdu, quelqu'un qui a investi dans l'assurance vie, Chiffre France Assureur, hein, donc, qui était un élément moyen de l'assurance vie en unité de compte en 1999. D'après nos estimations à fin 2022, on n'a pas encore les chiffres de France Assureur pour 2022 qui ne sortent qu'en octobre, mais on a nos propres estimations. On aura perdu 30% de pouvoir d'achat. 30%. Si ça vous intéresse, je peux vous expliquer pourquoi. Parce que ça peut surprendre, parce que l'assurance vie en unité de compte, on dit c'est plus risqué, mais ça peut rapporter plus. Mais là, c'est plus risqué, mais ça rapporte beaucoup moins que sur la longue période, hein, sur donc 23 ans, que les fonds en euros. Et depuis 2 ans, tout ça s'aggrave à cause de ce que les économistes appellent la répression financière. Je termine là-dessus. La répression financière, ça n'est pas l'inflation. C'est la différence entre l'inflation et les taux d'intérêt nominaux. Et c'est donc une politique voulue, et notamment de la Banque centrale européenne, hein, de maintenir les taux d'intérêt nominaux. Alors, ils ont même été effectivement récemment négatifs, ils ne le sont plus. Mais encore maintenant, ils sont très en dessous de l'inflation. L'inflation en France est à 6,7. Le taux de l'OAT 10 ans, il est maximum à 3 en ce moment. Enfin, je ne vais pas regarder hier, mais enfin. Donc, vous, de toute façon, même si vous êtes investi directement sur l'OAT 10 ans, vous perdez 3% de pouvoir d'achat par an assuré. Mais les produits pour les particuliers, c'est encore pire. Bon, il y a le livret A qui est à 3%, mais le reste n'y est pas. Et donc ça, c'est un énorme problème. C'est tous les agents créditeurs, mais le premier agent créditeur économique, c'est les ménages, hein, c'est les épargnants. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas l'inflation, parce que pour ceux qui sont assez anciens comme moi, début des années 80, vous aviez encore beaucoup plus d'inflation en France. Hein. Vous avez 14-15%, mais le taux d'intérêt est à 20%. Vous n'aviez pas de répression financière. Vous n'aviez pas de ponction. Et sur la couverture, vous ne pouvez pas voir, mais on a estimé que rien que sur l'année 2022, les épargnants français qui étaient sur les produits, on va dire produits de taux, hein, dans le jargon, donc tout ce qui est bancaire, fonds en euros, fonds obligataires, ont perdu au minimum 200 milliards d'euros de pouvoir d'achat sur une seule année. Et au niveau de la zone euro, on en est à 1000 milliards. Donc, c'est pas rien pour la retraite. Mais je m'arrête là peut-être. Oui, en tout cas, c'est très clair et c'était le message que je souhaitais retenir un peu de ce que j'avais lu dans vos publications. Bon, j'avais aussi noté dans vos publications qu'il y avait certains fonds de pension qui fonctionnaient mieux que d'autres
au niveau européen. Vous aviez noté par exemple le fonds de travailleurs suédois qui avait une performance assez importante. Et ça me permet de faire une transition pour Olivier. Est-ce que comment lui il voit les équivalents, on va dire, de systèmes de fonds de préfinancement dans le reste de l'Europe? Comment on se comparait, nous, en France? Quelle viabilité il peut voir, mais qui peut être meilleure ailleurs? Est-ce qu'il peut nous donner des exemples? Et comment le FRR pourrait peut-être évoluer un jour si on devait répliquer ces systèmes-là? Je ne sais pas. Enfin, c'est des questions assez ouvertes sur les fonds en général qu'on peut trouver en Europe. Oui, je voudrais commencer par un petit commentaire sur la situation de la répression financière. Entièrement d'accord, elle a caractérisé une longue période. Elle a caractérisé la période marquée par les débuts du quantitative easing aux États-Unis, qui a pressuré de toute façon les taux en Europe, même s'il n'y avait pas officiellement alors de quantitative easing. Mais cette période, elle s'est achevée début 2022. Je suis évidemment d'accord avec l'analyse instantanée selon laquelle les taux d'intérêt obligataires, bien qu'ayant été translatés de quelque chose comme 3% vers le haut, restent négatifs en termes réels. Et j'apporterai une nuance sur l'appréciation de l'horizon pertinent d'analyse du niveau du taux réel. En instantané, l'inflation, elle est autour de 6, elle descend tout doucement, on va dire. Mais sur l'horizon de portage d'une obligation française à 3% qu'on peut acheter aujourd'hui, le marché semble anticiper que l'inflation moyenne ne sera pas de 6, mais qu'elle sera bien plus proche de entre 2,5 et 3. Donc, ça conduit un peu à nuancer l'analyse instantanée, qui est correcte. Mais il y a deux niveaux d'analyse sur les taux réels. Alors, les misères des épargnants et des futurs retraités, elles nous attristent tous les jours. Et c'est vrai qu'en France, la situation n'est pas très facile parce que l'assurance vie, quand elle est placée en unité de compte, n'est pas nécessairement l'Eldorado qu'on espère. Il y a une explication très simple, hein. C'est 3%. Vous investissez sur un support action ou immobilier, plein de choses. On commence par vous serrer la main en vous disant « Madame, monsieur, il y a des frais d'entrée. » Très bien. Et puis ensuite, on vous dit « Madame, monsieur, pour avoir le plaisir d'être géré par nos soins, il y a 2% de frais annuels. » Bon. Ben, c'est comme ça que, en fait, la prime de risque que l'on devrait obtenir avec le placement action par rapport aux obliges, en fait, elle est mangée par les frais. La triste chose. Et quand on a un horizon avec un recul de plusieurs années, si on vous mange la prime de risque action, vous vous retrouvez à peu près au niveau du rendement obligataire qui a été pitoyable compte tenu du quantitative easing qui a prévalu pendant une dizaine d'années, quoi. Donc, l'histoire récente, elle est très mauvaise pour les épargnants retraite. Il y a des pays où l'histoire se passe très bien. Et la Suède est effectivement un bon exemple. En Suède, où il y a évidemment une composante de préfinancement de la retraite qui est beaucoup plus importante que chez nous. Il y a les régimes professionnels du pilier 2. Mais il y a dans le pilier 1 public obligatoire 16% des cotisations qui ne vont pas vers la répartition directement, donc vers le paiement des retraites des gens qui sont déjà à la retraite et qui vont alimenter ces 16% des comptes personnels de capitalisation. Simplement, c'est obligatoire. 16% de vos cotisations retraite vont faire de la capi. Et là, les Suédois, ils ont le choix entre investir dans l'un des 200 produits collectifs aujourd'hui disponibles, ce qui leur permettra d'avoir la joie de payer des frais plus élevés, naturellement, sinon ce n'est pas intéressant, j'entends pour les asset managers, et avoir un gérant plus ou moins bon, qui certains battront l'indice, en moyenne non, et surtout pas
après déduction des frais. Et il y a une autre option qui est le fonds AP7, qui est le véhicule par défaut de placement des cotisations que les ménages suédois ne décident pas d'affecter à l'un des quelques 200 produits qui sont offerts. Ceux qui ne décident pas, on décide pour eux et ça va sur AP7. Et avec AP7, il y a des choses qui changent. Déjà, les frais, c'est plus 2 ou 3%, c'est 40 centimes. Déjà, on se porte mieux. Accessoirement aussi, ils sont très bons dans leur gestion. Et ils ont même eu l'audace, qui a payé incontestablement, de pratiquer un certain levier sur les encours qui leur sont confiés. Il y a plein de gens avisés en Suède qui, en fait, décident eux-mêmes d'aller vers AP7. Ce n'est pas le fonds par défaut, c'est le fonds par excellence. C'est les deux, en fait. J'ai dit quelque chose de désagréable sur les asset managers. Je ne les déteste pas du tout. Ils font partie du paysage. Il faut voir aussi que pour les banques françaises, c'est compliqué parce qu'il y a des produits comme l'assurance vie sur lesquels ils vivent très confortablement. Mais il y a aussi des produits sur lesquels la vie est dure. Pour faire du crédit hypothécaire, il vaut mieux être une banque suédoise qu'une banque française. Les Français, c'est le produit d'appel, on resserre les marges. Et ensuite, si les taux d'intérêt montent, tant pis pour vous, elles vont nourrir ces crédits hypothécaires en payant de plus en plus cher sur les emprunts sur la base du marché monétaire qu'elles doivent faire. Mais si les crédits baissent, les taux baissent, pas de chance pour vous. Les ménages vont faire des remboursements anticipés avec une pénalité minimale. Donc, face, je perds, pile, je ne gagne pas. C'est ça le tableau pour les banques sur l'hypothécaire. Donc, il faut bien quelque part qu'ils aient des endroits où ils vivent bien. Il va de soi que dans un paysage idéal, on préfère que les choses soient proches des conditions de concurrence sans frottement législatif. Mais vous ne changez pas la mentalité française comme ça. C'est un travaux d'Hercule, sinon de Sisyphe, pour n'importe quel ministre de l'économie. Exactement. Et donc, il y a quand même un peu de nouveauté qui est arrivée parce qu'après plusieurs années entre guillemets, de système de retraite un peu fragile en France, pour ne pas employer d'autres mots, il y a des nouveautés avec la loi Pacte et je pense que Stéphanie peut nous en parler. Alors, il y a des nouveautés à plusieurs niveaux et c'est vrai qu'Olivier, il a raison, il y a beaucoup de structures de frais, les asset managers sont très gourmands, les assureurs un petit peu aussi, mais en tout cas, avec cette loi PAC, il y a du changement et je pense que Stéphanie peut nous en parler et que la CNP s'organise face à ces changements. Oui, donc effectivement, la loi Pacte, elle a complètement modifié et rendu beaucoup plus attractif le marché de la retraite supplémentaire. Précédemment, comme je l'ai dit, il y avait une foultitude, on va dire, de dispositifs de retraite, chacun avec un cadre fiscal différent. Et c'était extrêmement peu lisible et donc peu attractif pour nos concitoyens. La loi Pacte, elle a complètement modifié ça et je pense que le point le plus important, c'est l'instauration du plan d'épargne retraite qui a vocation justement à remplacer l'ensemble des systèmes qui pouvaient exister précédemment. Alors, c'est quelque chose finalement de relativement simple. On a bien une phase de cotisation, donc on est vraiment sur de la cotisation définie. Et puis, au moment de la cessation d'activité, donc l'assuré peut choisir donc soit une rente ou un capital. En fait, on a plusieurs types, on va dire, de PER. Alors d'abord, on a les PER qui sont libellés en euros et en unités de compte. Donc, on se rapproche énormément finalement de tout ce qu'on peut connaître au niveau de l'assurance vie. Et puis, on a aussi des PER en points. Alors ensuite, si on zoome encore un peu plus, en fait, on a vraiment deux grandes catégories de PER. On a les PER 1, donc les PER individuels qui sont distribués dans les grands réseaux bancaires, assureurs, etc. Donc à destination du particulier. Ce sont des offres, donc des versements volontaires. Et c'est là où on va retrouver finalement des offres financières assez variées avec toute une gamme de supports en unité de compte et puis évidemment le fonds euro. Et puis il y a toute une autre catégorie également de PER qui là sont des PER souscrits
par l'entreprise, mais au profit de leurs salariés. Alors là, on va retrouver finalement les compartiments 2 et 3 de ces produits. Donc sur le compartiment 2, c'est l'ensemble des avoirs qui viennent directement de l'épargne salariale, donc l'intéressement, la participation et j'en passe. Et puis sur le compartiment 3, là, ça va vraiment être les cotisations obligatoires de l'employeur et de l'employé. Je crois que la vraie nouveauté, en tout cas, ce qui induit une vraie amélioration en termes d'attractivité des produits, c'est que précédemment, la plupart des dispositifs qu'on avait, c'était vraiment des produits tunnels, c'est-à-dire que la seule sortie qui était possible, c'était la sortie en rente. Or, voilà, les Français ont finalement assez peu d'appétit pour la rente, hein, et donc du coup, le régulateur a introduit cette faculté de sortie en capital, à l'exception du compartiment 3. Et puis, il y a un autre volet également qui était assez intéressant en matière d'attractivité, on s'est rapproché donc, pendant la phase de cotisation, donc avant le départ à la retraite. On a introduit des facultés de sortie un peu inspirées de ce qu'on peut connaître au niveau de l'épargne salariale, et notamment l'acquisition de la résidence principale, hein, qui est un élément extrêmement important pour l'attractivité du produit. Merci Stéphanie. Guillaume, toi, en tant que représentant un peu des épargnants, quelle est ta vision? Tu vois quel avantage, peut-être quel manquement à cette nouvelle structure? Qu'est-ce que tu aurais voulu y voir ou qu'est-ce que tu trouves qui fonctionne mieux avec ce nouveau produit? Oui, juste avant, je voulais revenir sur les propos de mon voisin, puisque, en fait, pour être précis, comme nous, on suit ça chaque année depuis donc 23 ans, sur l'assurance vie unité de compte, c'est pas que la faute des asset managers. Alors d'abord, en fait, les marchés obligataires, eux, ils ont gagné de l'argent jusqu'en 2020. C'est seulement en 2020, parce qu'à cause de la baisse continue des taux d'intérêt. Seulement en 2021 qu'ils ont commencé à pointer tout petit peu du nez. Puis alors en 2022, ils ont chuté les marchés obligataires européens de 19%. Hein, donc ça, 2022, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme disait la reine, feu la reine d'Angleterre, c'est la nuit horribilis. Et en fait, c'est dû à... Alors, les frais, d'ailleurs, sur les unités de compte en actions et en mix, c'est plutôt proche de 3% même, hein, que 2. Mais il y a aussi un autre problème qui crée... si vous regardez donc, sur Internet, on a tous les graphiques, hein, on voit que c'est assez corrélé au marché financier, au marché de capitaux. Mais sauf que c'est beaucoup plus en dessous parce qu'il y a aussi un biais de sélection. C'est-à-dire que dans les unités de compte françaises, il y a 1,6% d'ETF. Les ETF, c'est les fonds indiciels à bas coût. Et en revanche, des produits chers, il y en a donc plus que la pondération du marché. Donc j'ai juste petite parenthèse là-dessus. Sur le PER, oui, je pense que c'est globalement une bonne innovation. Je voulais ajouter aux avantages que tu signalais que d'abord, on devrait avoir une meilleure allocation d'actifs sur le long terme, ce qui est l'objet, ce qui est l'horizon d'un plan d'épargne retraite, puisqu'il y a donc ces mécanismes de profiler, en fait. Hein. Il y a un profil équilibré, un profil dynamique, un profil prudent, mais qui, tous les trois, oblige le fonds, le plan à, au départ, avoir quand même pas mal d'investissements en actions, ce qui n'était pas le cas forcément, enfin qui n'était pas le cas auparavant. Et l'autre gros avantage que je me permets de signaler, c'est qu'il doit être, ce qui est un résultat de notre force de conviction, il doit être obligatoirement souscrit par une association indépendante représentant les épargnants, souscrit et gouverné. En tout cas, alors pour être très précis sur les PER individuels assurantiels, parce qu'il y a quand même un ou deux sur le marché des PER individuels compte titre, hein, mais c'est comme tu l'as dit, c'est essentiellement assurantiel. Donc, ce qui est dommage, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est que ça reste petit. Alors, ça se développe bien hein, pour l'instant, mais c'est quand même l'épargne retraite en France, et d'ailleurs dans toute l'Europe, mais en particulier en France, est extrêmement faible et fragmentée, l'épargne spécifiquement retraite. Et c'est un peu dommage que la France et les autres, d'ailleurs, États membres de l'Union européenne, soient passés totalement à côté du PEP, Pan-European Personal Pension, qui est un produit qui a été lancé par l'Union européenne en 2019, sans aucun soutien des États membres. Du coup, il n'a pas prospéré, parce que les États membres gardent, par exemple,
la compétence fiscale. Donc, de toute façon, les produits d'épargne retraite, dont le PER, comme c'est des produits d'épargne très longs, il faut une incitation fiscale à l'entrée, sinon, et c'est le cas dans tous les pays. Et ça, c'est un peu dommage parce que, comme dans la plupart des marchés de consommation européens, B2C, comme disent les experts, les économies d'échelle et la concurrence, c'est fondamental. Donc, c'est un peu dommage qu'on ait perdu cette occasion. Bon, elle n'est pas perdue pour toujours, mais le PER lui-même, il est encore trop chargé en frais. Hein. Il a à peu près les mêmes 3% qu'on retrouve dans l'assurance vie. Il y a eu un effort fait très récemment, en 2022-2023, de plus de transparence sur les frais. Mais contrairement à ce qu'on a voulu obtenir, vous n'avez toujours pas le total. Hein. Les 2 ou 3%, je vous mets au défi de les calculer sur votre levée parce que c'est plusieurs couches, plusieurs types de services, etc. Donc il y a encore beaucoup à faire. Juste pour corroborer ce que disait aussi mon voisin sur les fonds suédois, parce que donc nous on fait ça sur toute l'Europe, hein, donc on voit ceux qui effectivement s'en sortent mieux ou pas. Ce fonds par défaut AP7, il a fait depuis son origine en 2001, il a fait en moyenne 8% en réel net d'inflation par an. Donc, même en réel, il a quintuplé la valeur de l'épargne retraite des gens qui se sont mis dedans. Et c'est en plus donc dans le pilier 1, hein, donc c'est assez unique. C'est dans le pilier 1 qui est obligatoire. Il y a donc, comme Olivier l'a expliqué, il y a une petite partie qui est ouverte à une cotisation préfinancée que vous choisissez effectivement votre option. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant ce fonds-là. On a vraiment, quand on voit les graphiques que vous publiez, on est impressionné. Bon, après, c'est sûr que si on se compare tous à Warren Buffett, on n'est pas forcément tous très doués, mais bon, ce fonds-là est particulièrement réussi. Et en fait, Olivier, à ton avis, quels sont les leviers que peuvent avoir les fonds de pension pour investir et obtenir des meilleurs rendements? Pour le futur, prier pour que les rendements actions restent bons. Et les rendements actions en termes réels, c'est essentiellement un pari sur la non-déstabilisation complète du monde, les chaînes de valeur, les accidents climatiques, les guerres civiles, les guerres entre États. Et deuxièmement, c'est un pari pour que la répartition de la valeur ajoutée ne se déforme pas trop au détriment des entreprises. La valeur ajoutée, c'est l'excédent brut des entreprises, ce sont les salaires, la rémunération du travail, et ce sont les impôts indirects. Si on fait l'hypothèse que les impôts indirects nets de subventions ne voient pas leur poids dans la répartition de la valeur ajoutée changer, c'est une compétition entre l'excédent brut d'exploitation des entreprises et la part qui revient au travail. En Europe, la situation n'est pas infamante. On dit beaucoup que les entreprises ont beaucoup amélioré leur part du gâteau. Ce n'est pas vrai en France sur une durée un peu longue, ce n'est pas vrai. Aux États-Unis, c'est une autre situation. Il y a une vulnérabilité spécifique américaine, à mon sens, de ce point de vue. Donc, si la répartition de la valeur ajoutée ne se déforme pas sensiblement au détriment des entreprises et que par ailleurs, il n'y a pas la guerre nucléaire et les continents noyés, le pari action à long terme, il est complètement raisonnable. C'est le meilleur pari, le risque action, qui prend différentes formes, hein, qui peut être décliné en combinaison de risque action et de risque taux souverain. Ça s'appelle le crédit high yield, hein, finalement. Mais ça reste le pari de l'optimiste que je définirais ici comme celui qui n'est pas très pessimiste. Celui qui n'est pas très pessimiste, il doit faire des actions.
Et Guillaume, toi, dans vos publications, vous parlez aussi entre guillemets, du risque action, mais sous l'axe non coté. Et pour avoir discuté avec toi, il me semble que tu disais que l'offre pour les particuliers était quand même un élément manquant. Est-ce que tu vois, entre guillemets, dans une résurgence de l'offre non cotée, une possibilité peut-être de préparer sa retraite si on a des produits qui permettent de l'intégrer? Oui, alors bon, il faut quand même faut pas trop rêver non plus, parce que un peu pour rebondir sur ce que disait Olivier, il y a un autre risque qui est en train malheureusement enfin on voit certains éléments arriver aujourd'hui, c'est que le monde change, il est moins globalisé qu'avant. Vous avez tous entendu parler du Inflation Recovery Act américain, de ce que font les Chinois, et ça. Et en fait, les entreprises, les investissements, en ce moment, il y en a beaucoup qui ont tendance à quitter l'Europe. Il y a les jeunes pousses vont se faire coter aux États-Unis, et l'Inflation Recovery Act n'a pas d'équivalent pour l'instant en Europe. Et beaucoup d'entreprises, grandes entreprises, ont déjà décidé d'investir là-bas. Je ne parle pas des Chinois. Donc ça, c'est un risque supplémentaire, je dirais, sur le risque action et en général de bien-être des Européens. Sur le non-coté, donc nous, le ministère des Finances nous a appelés pour nous dire, oui, il faut, notamment la discussion, c'était il faut mettre du non-coté dans les contrats en unité de compte. Alors, elle a dit, c'est très bien, donc il faut. Mais est-ce que déjà, on pourrait mettre des actifs cotés, déjà, pour commencer? Donc, comme je disais, des ETF, des actions cotées, des obligations cotées. On n'a pas accès en réel, en fait, à ça, comme je l'ai expliqué. Donc, le non-coté, par définition, par rapport au coté, c'est beaucoup plus illiquide, c'est plus risqué. Alors, certes, Bercy, donc le ministère des Finances avait les chiffres de France Invest, donc qui est quand même le lobby du non-coté, qui nous a dit, oui, regardez, ça rapporte beaucoup plus que le CAC 40, etc. Mais il faut que je me dépêche parce que je vois des grands signes. Donc je conclus là sur ce point. Ah, c'est pour Adrien. Je ne le savais pas. Pour les particuliers, les fonds de non-cotés, déjà, eux, ce n'est pas la même rentabilité, parce qu'il y a quand même pas mal de frais sur les FCPR, les FCPI, enfin, il y a toute une série de formules. Mais oui, pourquoi pas. Mais déjà, améliorons l'accès des particuliers aux cotés, déjà, comme par exemple le font les Suédois avec AP7, et un peu de non-cotés. Mais ça restera quand même une partie minoritaire. Et pour vous faire sourire, on a dit, bon, là, évidemment, ça va être à notre risque, mais pourquoi les assureurs, eux, dans leur actif général, ils ne prendraient pas aussi du non-côté? Ah non, parce qu'il y a solvabilité 2, vous n'y pensez pas, etc. Donc, faire supporter tout le risque sur les épargnants, surtout si c'est dans des contrats dits d'assurance, ça nous paraît quand même parfois un petit peu fort. Oui, effectivement. Alors maintenant, je vais passer la parole à Stéphanie qui est bon. Vous avez donné un peu votre constat. Elle n'a pas forcément le rôle facile, mais en tout cas, CNP entre guillemets, va proposer de nouvelles offres. Il y a des nouveaux produits et c'est des éléments auxquels vous êtes confrontés quand même au quotidien, ces problématiques de frais, ces problématiques de rendement. Et en fait, quelles sont les stratégies de CNP Retraite pour essayer de pas résoudre tous ces problèmes, mais tout du moins de commencer à les résoudre. Voilà. Alors, peut-être juste pour répondre quand même à notre voisin, on a des ETF dans nos supports en unité de compte. On a même certaines offres justement qui sont, où on travaille beaucoup et on market pas mal ça sur le fait que c'est non seulement on affiche les frais assureurs, mais on affiche également les frais des asset managers. Donc, c'est quand même une tendance qu'on constate. Et effectivement, il y a tout un travail, d'ailleurs poussé par la réglementation, de transparence sur les frais, sur lequel les assureurs sont très actifs. Puis pareil, sur le non-coté, on investit aussi. Le fonds de pension pré-fonds, on est quand même... on a une part de non-coté très, très, très important. Alors, la stratégie de CNP, CNP, c'est un modèle qui est multipartenarial. Donc, nous, notre enjeu principal, c'est vraiment d'arriver à construire des solutions pour nos réseaux de distribution et qui répondent au mieux, finalement, aux attentes de leur clientèle. Donc, en fait, sur le pair individuel, là, on va adresser
différents types de clientèle. Il y a évidemment toutes les clientèles un peu type retail, où là, on est souvent sur une population qui n'a pas forcément une culture financière extrêmement importante. Or, nous, nos distributeurs ont des contraintes DDA, donc des contraintes liées à la directive de distribution de l'assurance très forte pour accompagner, pour développer tout le conseil. Néanmoins, je pense que force est de constater quand même que il n'y a pas une culture extrêmement importante et puis il n'y a pas non plus un appétit très fort des Français pour se renseigner sur les types d'UC qui performent ou pas, etc. Ce qui fait que sur vraiment ce type de contrat, on va vraiment privilégier tout ce qui est la gestion pilotée, la gestion par horizon dont on parlait, mais également toute une forme de gestion, les gestions sous mandat ou même la gestion intégrale. C'est quelque chose qu'on a mis même dans nos périns de la Banque Postale, par exemple, où on a introduit en plus non seulement c'est une gestion qui intègre beaucoup d'UC, mais également le fonds euro. Donc tout ça, c'est vraiment pour accompagner nos assurés qui n'ont pas forcément une culture, on va dire, financière ou une volonté, tout simplement, de s'intéresser à ça. Et puis effectivement, après, on a des offres au niveau des CGPI où on va retrouver tout un panel finalement de supports en unité de compte très variés, etc. Et puis du coup, il y a quand même un autre volet également qui est là pour le coup plus sur le volet entreprise. On va retrouver en fait finalement cette dichotomie aussi qu'on peut connaître sur l'individuel, à savoir des offres vraiment sur mesure pour tous les grands comptes. C'est un marché qui est quand même très très dynamique, où il y a une très forte compétitivité. Les frais, c'est là où on va retrouver finalement les frais les plus bas sur tout le marché des PER. Et puis, il y a un nouveau marché sur lequel nous, on croit aussi, sur lequel le gouvernement insiste également. C'est tout le marché de la TPE-PME. Parce qu'aujourd'hui, les taux d'équipement sur les paires entreprises, c'est à peine 5 à 10%. Voilà. Donc, on sait qu'il y a un vrai enjeu de développement dessus. Qui en plus rejoint à la fois, donc finalement c'est gagnant pour tout le monde, c'est gagnant pour les employés, c'est gagnant évidemment pour les assureurs ou les asset managers, et puis c'est aussi gagnant pour l'entreprise puisque c'est quand même des formes très intéressantes de rétention, et c'est vrai qu'on connaît quand même des fortes tensions aujourd'hui sur le marché du travail, et d'être en capacité sur cette compétitivité-là de se confronter aux grands groupes, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà. Merci, c'est Stéphanie. On va conclure l'événement sur ces mots-là. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, on voit bien en vous écoutant que, comme on dit, il faut diversifier. Donc, il ne faut pas mettre ses œufs dans les mêmes paniers. Donc, il y a plusieurs systèmes et chacun peut être très performant. Et en fait, dans le contexte actuel, le monde bouge. On voit dans l'assurance que ça bouge, on voit qu'il y a des solutions en Europe au niveau des préfinancements, etc. On a vu aussi qu'au niveau de l'épargne, on avait tout du moins des investisseurs qui étaient qui s'intéressaient de plus en plus, mais qui n'étaient peut-être pas forcément au niveau. Alors moi, je rappelle aussi que le CFA Institute propose aussi un certificat qui s'appelait Claritas, qui permet de former n'importe qui aux bases de la finance, à condition de parler anglais. Ça s'appelle maintenant CFA Investment Foundation Certificate. Et il y a aussi un sujet d'acculturation à la finance qui peut aussi aider les personnes à mieux préparer leur retraite. Ce sera peut-être le mot de la fin. Je vous remercie.